Chapitre 7. Il fait froid. Nous louons un fiacre et pour nous protéger, nous enroulons nos jambes dans des peaux de renard. On porte tous des manchons que l'on enlèvera dans nos loges au Palais Royal. Monsieur Molière a préféré déjeuner chez nous plutôt que d'aller seul au théâtre, comme il le fait d'habitude. Peut-être a-t-il besoin de l'aide de papa et maman parce qu'il a l'air plus malade et tremble. Sa tête est appuyée contre la paroi du fiacre, il marmonne un poème. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froideur. Ma vie m'est est trop molle et trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. La troupe venue d'autres maisons se retrouve dans les coulisses. Maman se farde dans sa loge. Monsieur Molière donne une poignée de main à ses acteurs et actrices pour leur souhaiter bonne chance. Je suis dans la loge d'Armande. La porte est entr'ouverte et j'écoute. Molière, vous vous êtes donné un rôle énorme, dit maman. Vous vous épuisez. Il va bien falloir qu'un jour vous vous reposiez. Jamais, s'écrie monsieur Molière avec une rage que je ne lui ai entendue qu'une fois, lorsque maman n'avait pas voulu que j'entre dans la troupe. Ne me dites pas d'horreur juste avant le spectacle. J'ai besoin de toutes mes forces. Moi, je voudrais lui prendre la main, lui rappeler notre secret. Je suis comme votre enfant, n'est-ce pas? Vous aviez créé une autre scène pour cela. Vous vous souvenez? Il laisse la loge de maman et vient dans celle de sa femme. Il est violacé et baisse la tête, comme s'il allait s'effondrer. Armande pose sa main sur son bras. Jean-Baptiste, il y a 1 an, ma sœur mourait. Madeleine était ta grande amie. Aujourd'hui, je pense à votre amitié. Hier, c'était l'anniversaire de la mort de Madeleine. Moi aussi, je pense à elle. Elle était une actrice merveilleuse. J'aimerais avoir sa compagnie. Je suis épuisée, Armande. Beaucoup de souvenirs et d'inquiétudes pèsent sur moi. La mort de notre fils, les inquiétudes constantes du théâtre, Lully, les salaires de tous. Je me débrouillerai pour les finances. Ma compagnie doit être payée correctement, sans l'argent du roi. Ton talent doit assurer le succès de ce soir. Oublions nos disputes. Cette représentation doit être superbe comme les autres. Tu trembles, Jean-Baptiste, et tu es distrait. Tu as oublié de peigner ta moustache. Elle est toute en bataille. Calme-toi. Contre quoi te bats-tu? Contre moi-même, Armande. Cette maladie ronge ma poitrine. Heureusement que j'ai cette petite Louison. Et en disant cela, monsieur Molière vient m'embrasser et me pince le menton, selon son habitude. Tu es mignonne, une toute petite grande actrice. Tu es un réconfort pour moi. Puis il dit à sa femme. Elle a tout appris très vite et avec soin. Elle aura un grand talent. Il ferme les yeux et presse son front. J'ai l'impression que je vais m'écrouler. Que feriez-vous tous? Personne ne peut me remplacer. Trop de choses dépendent de moi. Une maquilleuse de scène me grime dans un coin de sa loge. Elle me fait des ronds sur les joues. Elle presse sur ma pommette, haut sous l'œil, 2 mouches et une au coin de la lèvre. Je fais semblant de ne rien entendre du dialogue entre monsieur Molière et sa femme. En fait, j'écoute tout. Aujourd'hui, tu t'inquiètes plus de toi que de tes acteurs. Je voudrais être loin du théâtre, ne pas avoir un rôle trop énorme que je ne puisse affronter. Je n'ai pas osé dire cela à Jeanne. Si tu montres de la lassitude, on saura ce qu'il faut faire sur la scène. Compte sur nous et ne t'inquiète de rien. L'habilleuse vérifie que ma robe est bien fermée. Elle rectifie quelques rubans. Je me souris dans le miroir. Monsieur Molière me dit « Louison, tu es un ange. Quand je te parle, c'est comme si je n'avais pas de diable dans la gorge. » Dans la salle, la foule se pousse. Déjà, sur la scène, les chaises sont prises. Ceux qui payent cher les billets s'installent aux galeries et aux loges. Beaucoup de gens sont revenus, prêts à acheter une nouvelle place pour leur 4e représentation. Assis dans sa chaise, comme une marionnette écroulée, monsieur Molière donne l'ordre de faire soulever le rideau. C'est le début. Le premier acte est brillant. La salle est de nouveau joyeuse. Les acteurs prononcent leurs lignes fort pour couvrir les rires et pour que le dialogue demeure clair. La troupe veille sur Molière. Il a l'air de tenir. Au premier intermède, monsieur Molière s'appuie contre le mur dans les coulisses. J'entends. Il ne fait pas ça durant son spectacle. Normalement, il maintient la bonne humeur de tous. Sa tête tombe 1 fois sur sa poitrine. Il la relève et regarde en face, puis il dit « Mes amis,
Il faut aller jusqu'à la fin, vous m'entendez? Les gens ont payé leur billet pour s'amuser et se distraire. Nous ne devons pas les décevoir. La troupe royale ne lâche pas. Vos salaires sont en jeu. Nous ne pouvons rien rembourser. Molière, toi, ça ira? Demande un acteur. Ça va, dit-il sur un ton sombre. Et M. Molière jette ses épaules en arrière, redresse le menton. Mais il chancelle. Avec tout et tous, je le regarde inquiète. Moi, je me demande ce que je devrais faire s'il est pris de ces toux incontrôlables quand on sera en scène tous les deux. Deuxième acte, scène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À mon tour. Qu'est-ce que vous voulez? Je sens la fatigue de M. Molière. Il est effondré sur son fauteuil de malade imaginaire. Je suis sûre de moi, mais j'ai peur pour lui. Il prend le fouet en hésitant. Il se lève à peine. Il m'avait dit « Si tu hésites, Louison, respire. » Je respire profondément entre mes répliques. Mais je pense, pourvu qu'il puisse respirer, lui, une fois et encore une fois. Il s'approche de moi. Je suis morte. Je tombe à la renverse. Qu'est-ce là? Est-ce que l'on va y arriver tous les deux? Est-ce que les spectateurs se doutent de notre fragilité? Qui a la responsabilité de cette scène, lui ou moi? Allez-vous-en et prenez bien. Allez. Notre scène est maîtrisée. Nous sommes arrivés à échanger nos répliques jusqu'à la fin. Je quitte le plateau en trébuchant vers les coulisses selon le jeu prévu. Deuxième intermède, les chanteurs accompagnent les danseurs. Les gens hochent de la tête en écoutant la musique charmeuse de M. Lully. Profitez du printemps, de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez du printemps, de vos beaux ans, donnez-vous à la tendresse. M. Molière est dans la loge de sa femme. Elle lui met de l'eau sur le front et lui fait respirer un parfum. Il éponge son cou. Troisième acte, troisième intermède. M. Molière joue à nouveau. Le malade imaginaire va devenir Bachelierus en Medicina. On lui présente un livre. Il pose sa main droite dessus pour promettre qu'il dira toujours la vérité. Il s'occupera beaucoup des médecins et de leur argent, pas beaucoup des malades et de leurs maladies. Le corps de ballet fait une ronde autour de lui. On le félicite d'être un bachelier russe. Et on lui demande d'être honnête pour la vie entière. Il répond « Juro ». Au moment même où il prononce ce mot, il hoquette et tombe à genoux. Il sort de sa poche un mouchoir où il crache un flot de sang. Très vite, il se tourne vers les coulisses. Son dos cache au spectateur ce qui vient d'arriver. La troupe comprend. Pourtant, il ne faut pas s'arrêter. Les danseurs le dissimulent. Avec courage, il prononce d'un ton sourd sa dernière tirade. On chante très fort. Viva, 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 100 fois viva. Novus doctor, quitam bene parla. On va jusqu'à la fin de la pièce, le rideau se déroule. M. Molière est immobile, raide, à plat ventre sur la scène, écrasé. Du sang coagulé pend de sa bouche. Comme une bête blessée, il se relève, puis s'écroule. Dans la salle, les applaudissements et les cris éclatent de partout. On demande à Molière et à sa troupe de se présenter. Lui brûle de fièvre. Le rideau ne s'enroule plus. Il demande avec nervosité ce que l'on dit de sa pièce. Maman l'assure que c'est un grand succès, comme les autres fois. Les rumeurs des spectateurs s'apaisent. Ils ne comprennent pas ce qui s'est passé, et peu à peu la salle se vide. Ils ont été heureux, dit encore maman. L'illusion du théâtre est restée jusqu'au bout. Je les ai bien entendus. Hélas, moi j'ai peur. J'ai un froid qui me tue. Il est soutenu par 2 acteurs hors du théâtre. Ses pieds râpent le sol. Son visage est barbouillé de sang. Sa tête tape sur sa poitrine. Papa fait appeler une chaise à porteur. Pourvu que quelqu'un sache comment le sauver, dit Armande. Un médecin, un bon médecin. Pas une personne comme il en a eu des visions d'horreur dans son malade imaginaire. Moi, je connais sa maladie et ses craintes. On ramène M. Molière rue de Richelieu dans son appartement. Viens avec tout le monde, Louison, me dit Frosine. J'ai l'impression que M. Molière serait heureux de t'avoir à côté de lui. Papa me prend la main fermement. Viens, Louison. On ne va pas s'éloigner de notre directeur au moment même où il a besoin de savoir qu'il a une troupe. Rue de Richelieu, on monte. M. Molière est déjà sur son lit couvert de sueur. Il respire à tout petits coups. En m'apercevant, il me fait signe de m'approcher et me prend la main. Ma Louisette, félicitations pour la pièce. Tu as très bien joué.
Je souris. La troupe est tout autour de lui. Armande lui apporte un bouillon clair qu'il refuse de boire. Il ouvre les yeux et nous fixe à la ronde. Vous êtes mes amis et vous êtes tous là. Vous tous. Il demande à son valet un morceau de pain et de fromage. Il mâche lentement et sans peur. Devant son calme, ses acteurs et ses actrices ont soudain bon espoir. Est-ce qu'il reprend vie? Ce n'était peut-être qu'une attaque. Mais à nouveau, il a une quinte de tout. La troupe se serre les mains comme avant une représentation, recueillie. Il souffle. Mes amis, ne vous inquiétez plus. Vous avez entendu ma gorge se fâcher bien davantage. Nous sommes un groupe uni, unique, et je vous ai aimé. Vous avez beaucoup travaillé pour moi et je vous ai servi. Maintenant, il faut que vous fassiez venir un prêtre. J'ai toujours été un bon chrétien. Madame Molière est allée chercher un prêtre. Aucun ne veut venir. Monsieur Molière est un acteur. L'Église trouve le théâtre dangereux. Durant les spectacles, les gens s'amusent et oublient leur vie quotidienne. Moi, je me souviens de l'effroi des Ursulines qui m'avaient renvoyé de chez elles. Quand Armande revient, monsieur Molière a les yeux fermés, les doigts crispés sur son drap. Et, à 10 heures du soir, après un profond soupir fatigué, il meurt. La nuit de l'enterrement, je tiens un cierge dans un chandelier d'argent. On fait descendre le cercueil par la fenêtre, car les escaliers de la maison sont trop étroits. On se rend lentement au cimetière. Je mène un groupe d'enfants du quartier qui portent des chandeliers semblables aux miens. La troupe et ceux qui travaillent pour le théâtre sont là. Les acteurs et les actrices, les danseurs, les chanteurs, les musiciens, et ceux qui font les décors et les costumes. Et beaucoup de spectateurs et spectatrices qui venaient à toutes ces pièces. Grâce à la permission du roi, on l'enterre dans le cimetière Saint-Joseph, près d'une croix au pied de laquelle on dépose une couronne de buis. En cachette, je prends la main de Frosine et je pleure. Mademoiselle Madeleine est morte 1 an et 1 jour avant son amie. Elle avait renoncé à son travail d'actrice. Monsieur Molière n'aurait jamais dit « Je ne suis pas un acteur ». Je ferai pareil. Mon travail sera, je l'espère, toute ma vie. J'ai mon drap sur la tête, comme je le fais souvent depuis la mort de monsieur Molière. Cela me donne l'impression d'avoir moins peur. Maman entre dans ma chambre, soulève mon drap et s'assoit sur le bord de mon lit. Elle pose sa main sur mon front et me dit avec affection « C'est superbe la façon dont tu joues. Tu mérites bien d'être dans la troupe. Et pourtant Molière était très exigeant. Il ne t'aurait jamais donné un rôle s'il n'avait pas vu que tu étais capable de réussir. Ces pièces devaient être parfaites. C'est un tel compliment que je n'arrive pas à penser que maman ne se moque pas de moi. Je la regarde. Non. Elle est admirative et sérieuse. Puis elle met ses mains sur mes joues et se penche vers moi pour m'embrasser. Afin de me protéger d'une affection dont je n'ai pas l'habitude, je tire mon drap sur ma tête. Et, silencieuse, maman, qui a dû comprendre que je n'étais pas prête à accepter son nouveau visage, quitte ma chambre. Je ne raconte rien à Frosine sur ce qui s'est passé avec maman. C'est mon secret. Souvent, je vais avec Frosine au cimetière Saint-Joseph, près de la croix. Nous apportons des feuillages en tissu. Sur la tombe, pour monsieur Molière, je récite des lignes de ces pièces que j'apprends par cœur. J'espère que quelque part il m'entend.